Antoine vit dans le 17e arrondissement de Paris. Mais il vadrouille un peu partout dans la capitale, à la recherche des meilleurs produits frais. Pour lui, plus qu'une corvée hebdomadaire, faire ses courses, c'est vivre la Dolce Vita. Marché de l'Alma, au pied de la Tour Eiffel. Le marché de l'Alma est le rendez-vous des gastronomes. Beaucoup de chefs de grands restaurants le fréquentent. Tout est beau, même le vendeur. Et c'est ici qu'Antoine a découvert il y a maintenant 10 ans un stand de fruits et légumes où se presse le tout Paris. Alors, attention. Bonjour. Je vous écoute. Je veux prendre un brocoli, s'il vous plaît. Celui-ci? Oui, très bien. Avec ceci? Je vais prendre 1 kilo de grenaille, des oignons rouges nouveaux, s'il vous plaît. Des tomates. Des tomates. Avec ça. 2 poignées de roquettes, s'il vous plaît. Pour rajouter un peu de bonnes choses dans sa vie, je trouve que c'est pas mal. C'est ce qu'on demande à un légume, quoi. Père de 3 enfants, Antoine est soucieux de leur bonne éducation alimentaire. Je préfère leur faire des carottes râpées maison que d'acheter des trucs en barquette, des soupes, des légumes, de la salade, un petit morceau de viande. Voilà, c'est une éducation que j'ai reçue. Et qu'il souhaite transmettre à son tour. Pour Antoine, comme nous tous, les marchés sont des lieux de convivialité où l'on a le plaisir d'acheter des fruits et des légumes de saison. J'aime bien discuter avec les maraîchers et je trouve que les produits sont plus frais. De plein air ou bio, Une ou deux, vous voulez? aux fleurs ou aux puces, il y en a pour tous les goûts. Ah là là, on résiste pas. Ça sent bon. Malgré la puissance de la grande distribution et l'essor des livraisons à domicile, sur les marchés, les paniers encombrent les allées et ce n'est pas un hasard. L'accueil, la qualité, bien entendu, le marché, c'est le meilleur moyen de se rapprocher. Pour moi, c'est l'utilité publique. Et pourtant, forte pression immobilière oblige, certains marchés historiques de la capitale sont menacés de disparition. Alors, quelle couleur aurait Paris sans ses allées marchandes? Hop. Ensuite, Sur les étals, la qualité est-elle toujours au rendez-vous? Et comment y faire de bonnes affaires? Merci, bonne journée à vous. Bon week-end, monsieur. Merci, au revoir. Il est 5 heures, le Paris des marchés s'éveille. Dans quelques heures, des centaines de milliers de clients afflueront sur les étals, persuadés de trouver des produits meilleurs et plus frais qu'ailleurs. Le préjugé populaire est-il fondé? Ça y est, il n'y a personne. Bonjour. Sybille Costaz est vendeuse de fruits et légumes sur le marché d'Aligre. Abdullah. On va boire le petit café du matin. Important. Vas-y, Kamel. Bonjour. Elle connaît tous les habitués du quartier. C'est tous les gens qui ont fait la fête cette nuit, ça, qu'on retrouve généralement le matin de bonne heure. Voilà, tous ces jeunes qui font la foire la nuit. C'est agréable le matin comme ça. Deux mondes qui se croisent. Donc, faut pas se coucher trop tard quand on se lève à 4 heures, mais si on dort 6-7 heures, pour ma part, ça va bien. J'ai la pêche, hein. Une bonne douche, un bon café, et puis on va bosser, quoi. Merci beaucoup. Tous les étalages sont vides, et là, tout le monde va amener la marchandise. Après, on va tous à Rungis, on va acheter par rapport à ce qui nous reste en stock. Après son café matinal, son rituel, c'est de partir faire ses achats de fruits et légumes. Cela fait 27 ans qu'elle se rend à Rungis toute seule, juste avant l'aube. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui achètent. C'est un travail d'homme. J'étais coiffeuse avant. C'est vraiment que des hommes. Comme 99% de ses collègues masculins, Sybille va se fournir auprès du plus grand marché de produits frais au monde. Rungis, l'incontournable. Ce point central de la chaîne alimentaire nourrit un Français sur 4. C'est immense. Rungis, moi je me suis perdue
plusieurs fois. Ici transitent près de 10 millions de tonnes de fruits et légumes. Alors, pour s'orienter, Sybille s'est fixé un repère. Mettre la main sur les légumes les plus frais possibles, cueillis à la dernière minute. Vous voyez, la salade, là, c'est tout blanc. Il n'y a rien de plus frais. Elle est déjà bien mouillée. On sait que ça, c'est du top. Les gens viennent chez nous pour la fraîcheur qu'on leur donne, quoi, aussi. Après 27 ans, elle a ses astuces pour dénicher des salades bien fraîches. Alors, j'aurais voulu 2 batavias, 2 colis, hein, bien sûr, 2 feuilles de chêne rouge, 2 crisettes. Bonne journée Marion, bon week-end, à la semaine prochaine. Non, elle est moins jolie que celle que j'ai achetée en fait. Donc voilà, là elle n'est pas fraîche comme l'autre, vous voyez. Il n'y a pas l'eau dessus, il n'y a pas... Faut pas croire, hein, c'est pas que de l'arrivage à Rungis. Hein. Moi j'ai vu des produits qui étaient déjà depuis le début de semaine. Ça, moi je les achète pas. Je peux pas acheter des produits qui ont déjà fait 3-4 jours à Rungis. C'est mort, mais on le voit. Son œil de lynx, une arme redoutable que Sybille dégaine parmi les 9 hangars de Rungis. Alors attendez, je regarde juste un truc. Alors, les fruits, voilà. Ah super, la clémentine, elle a commencé. Pourtant, elle n'est pas sur sa liste. Ah, c'est top. Ah, parce que c'est un nouveau produit, donc ouais, celle-ci, c'est notre clémentine préférée, donc voilà, je retrouve le sourire quand je vois cette belle clémentine. Maintenant, quand ils vont m'annoncer le prix, on va voir. Bonjour Mano. C'est toi la clémentine? Elle est arrivée ce matin? Elle fait combien? Ça vaut 3 € le kilo. Les produits nouveaux qui arrivent, il n'y en a pas beaucoup. Donc quand tu veux être le premier à en avoir, tu payes cher. À ce prix-là, il faut que le goût soit irréprochable. Elle est ferme, la peau est fine, elle s'épluche super bien, elle est sucrée, elle est juteuse, elle a pratiquement pas de peau. Voilà, c'est une clémentine qui est top, quoi. On est primeur. Alors primeur, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'il faut qu'on soit les premiers à avoir la nouvelle marchandise, les nouveaux produits, quoi. En matière de fruits et légumes, il y a différentes catégories que l'on peut lire sur les étiquettes. Extra pour les meilleurs, 2 pour les moins cotés. Mais ce critère ne garantit que l'aspect esthétique du fruit, pas le goût. Impossible pour Sybille donc de s'économiser quelques heures de sommeil. Il faut vraiment avoir un contact avec le produit, avec les vendeurs, avec tout le monde, parce que c'est pas possible d'acheter par téléphone. Ou alors on va le faire une fois de temps en temps, occasionnellement, mais ça va être vraiment exceptionnel. Il faut quand même qu'elle goûte, il faut qu'elle se dise « ouais, ça va plaire à mes clients ». Parce que j'ai d'autres choses qui sont belles, mais d'autres variétés. Mais elles peuvent se dire « non, ce goût-là, c'est pas pour mes clients ». Sybille sait très bien ce que veulent ses clients. Exactement. C'est un argument de plus pour ses clients à la vente. Il dit voilà, je l'ai goûté moi-même, je sais ce que c'est, allez-y, il n'y a aucun problème. Tout ce qu'elle vend sur son étal passe l'épreuve de son palais. Ouais, elle est bonne, elle manque un peu de sucre. Ce sera donc non pour la reine Claude. Le problème, c'est que si elle n'a pas de goût, c'est pas la peine. Mais pour la fraise, elle est bonne, elle est bien sucrée. La fraise, ça pardonne pas. Une tache sur une fraise, on la vend pas. Il faut vraiment la prendre au jour le jour. Et voilà, mes 4 colis. Oui, très bien, parfait. Tu me gardes ça? ce travail de sélection est trop minutieux pour être fait à grande échelle. C'est pourquoi sur les marchés, chez un bon primeur, on retrouve des fruits et des légumes qui nous semblent meilleurs qu'ailleurs. Mais la contrepartie pour nous consommateurs, ce sont des prix plus élevés. Par exemple, la clémentine achetée 3 € hors taxe au grossiste sera revendue 6,95 € le kilo. Et voilà. Par rapport au prix que j'ai acheté ce matin, il faut que je répercute mes prix. Tous les jours, ça change. Alors ça peut être 2-3 jours le même prix, une semaine le même prix, mais d'un seul coup, ça peut changer. Donc il faut toujours vérifier ces factures pour revendre un peu plus cher que ce qu'on a acheté. Sybille a conscience que ce n'est pas donné à tous.
Combien j'en mets? Alors, en arrière-boutique, elle propose une formule meilleur marché. Le melon, par exemple, là, il est un tout petit peu mou. On ne peut plus le vendre au prix qu'on le vend. Donc, du coup, on fait des paniers. Vous voyez, les bananes sont un peu mûres. La salade est un peu moins jolie. Et puis, quelques fruits. Et ça, on fait des paniers à 2 €. Et on a une clientèle de paniers. Madame, ça fait partie de... N'est-ce pas? Exact, les paniers sont excellents. Ce sont des produits juste un peu abîmés ou une tomate un peu mûre par exemple, bah voilà, on la vend plus au prix qu'on devrait la vendre et on la met dans les paniers et les gens s'y retrouvent. Sur les marchés de Paris, pas moins de 9000 commerçants se battent pour attirer à tout prix les chalands sur leur étal. Pour tirer son épingle du jeu, un marchand a décidé d'adopter une toute autre stratégie, s'afficher producteur. Quand Dorian Gauthier n'est pas sur les marchés à Paris, il est en Indre-et-Loire. Pour lui, pas question de passer par la case Rungis. Il y a 2 ans, il a acheté ce terrain où il cultive ses fruits et ses légumes en bio. Il est maraîcher producteur. C'est particulier, mais c'est intéressant. C'est pas nous qui décidons de la forme du produit, hein. C'est la plante. Elle a décidé de faire celui-là. Donc ça, c'est notre prochaine parcelle. Alors là, il y a de l'herbe, hein, un petit peu, mais c'est pas grave, c'est bien. Et après, ça sera toute notre parcelle de plantes aromatiques. Donc thym, laurier, romarin, sarriette, des produits qui sentent bon sur les étalages parisiens. Ce bout de terrain est encore en friche, mais Dorian cultive déjà sur 15 hectares une 60aine de fruits et légumes, tous en bio. Il a de la figue, des coings et des poires, sans oublier sa grande spécialité, la pomme. Et bien évidemment, dans cette serre, la meilleure vente des marchés, cultivée en pleine terre. Cette tomate, elle sera demain matin sur le stand à Paris. Ça, voilà, c'est une petite rose de Berne qui mérite encore un peu de maturité. Mais c'est une tomate rose, ronde, très juteuse et à la fois très sucrée. En fait, c'est notre tomate ronde qu'on vend sur les marchés. Après, on a cœur de bœuf, on a cornu des Andes, on a ananas, on a cerise. Voilà, c'est des produits qui sont phares. On a 2-3 produits comme ça, où on n'a pas le droit de se tromper. On ne sera pas jugé sur un radis, par exemple. Pour pouvoir assurer une production de cette taille, le jeune entrepreneur de 32 ans n'a pas hésité à s'endetter. Pour développer une structure comme ça, il faut de l'argent, clairement. Beaucoup d'argent. Il a dû emprunter 1 demi-million d'euros. C'est important de faire comprendre aujourd'hui à des banques qu'on puisse promouvoir une agriculture biologique, qu'on puisse gérer la logistique, les réseaux de distribution. Et c'est toute une chaîne qu'on gère. C'est en faisant du volume qu'on commence à faire entrer de l'argent. Donc ça, c'est important. Comme il n'a pas d'intermédiaire, c'est lui qui fixe ses prix. Ses pommes, par exemple, seront vendues 2,50 € du kilo. Et son activité cartonne. Aujourd'hui, 23 personnes travaillent sur son exploitation et une dizaine de personnes avec lui sur les marchés. Dorian est né dans le milieu agricole. Son père, qui lui rend visite dès qu'il le peut, est lui aussi agriculteur dans la région. On les pique, on les laisse pousser une semaine, t'as combine. Je pense que la société est en train de changer, le consommateur change, à vitesse grand V, demande autre chose, il demande de l'authenticité, il demande du goût, il demande de se faire plaisir quand il mange les fruits et légumes. Parce que les fruits et légumes, c'est le soleil, c'est le plaisir, c'est la santé. Ces producteurs qui vendent en direct sur les marchés ont la cote. C'est un argument de vente pour les consommateurs en quête de sens et de goût dans leur alimentation. Mais nous avons découvert au cours de notre enquête que certains en abusent. Nous sommes allés faire notre marché en caméra cachée chez ces commerçants qui s'affichent comme Dorian, producteurs ou maraîchers. Excellente journée, merci madame. Bonjour monsieur, excusez-moi, c'est vous qui produisez tout? C'est quoi les produits que vous ne produisez pas? 40 kilos, maïs c'est Manou, haricots c'est Maroc. Ici, en réalité, un quart des marchandises vendues proviennent de Rungis. En fait, si l'homme s'affiche maraîcher,
c'est parce qu'il cultive toutes les herbes qu'il vend. Moi, je voudrais juste de la ciboulette, si c'est possible. C'est la vôtre. Et la menthe. On fait de l'herbe en gros, on raragisse. Ce n'est pas tout à fait ce que le client s'imagine quand il fait la queue devant son stand producteur. Mais au moins, il est honnête, ce qui n'est pas toujours le cas. J'arrive même pas à voir d'où est-ce que ça vient, les produits, pardon. Seine-et-Marne. Seine-et-Marne? Oui. C'est vous qui les faites? En partie. Ah oui? Vous faites lesquels? La fraise, là, vient de Châtel, la Suisse, c'est pareil. Et qu'est-ce que vous faites, vous, alors? Moi, je fais les tomates. Et vous faites que les tomates, après le reste à acheter, c'est ça? Si, non, on aura du mal à connaître la vérité. Et l'aubergine, c'est pas vous? Non, c'est un collègue. Pour démasquer à tous les coups les maraîchers douteux, Merci, monsieur. il existe des astuces. Déjà, il y a du choix sur l'étalage. Ensuite, on vous parlera systématiquement de collègues, de partenaires ou d'autres producteurs. Bonjour, monsieur. Il y a des choses que vous faites, vous, c'est ça? Oui, c'est ça. On fait marquer producteur noix, c'est soit nous ou un producteur de noix, je suis de France. Après, je suis à la sauce française, les sauces françaises aussi. Je les fais une sauce française, mais après, c'est des exploitations culturelles. Donc, c'est la France, on a tout sur les bateaux. En clair, c'est un revendeur comme les autres qui a juste la particularité de cultiver une partie de ce qu'il vend. 6,15 €, s'il vous plaît. Une pratique à la limite de l'abus pour le consommateur. C'est de l'escroquerie pour moi, ouais, c'est de l'arnaque, ouais. Et pourtant, c'est autorisé. Selon la loi, pour s'afficher comme producteur, il faut être inscrit à la MSA, la Mutualité Sociale Agricole. Une fois ce critère rempli, le vendeur a le droit de miser sur la carte producteur, à condition qu'au moins la moitié de son étal provienne de son champ. Mais dans les faits, ce n'est pas toujours respecté et il y a peu de contrôle. A contrario, à l'est de Paris, une petite révolution alimentaire est en marche avec des étals 100% bio et production française. Julia est l'une de ces commerçantes. Diététicienne, elle a changé de voie professionnelle il y a 2 ans pour s'engager sur les marchés parisiens. Je travaillais à l'hôpital et puis je faisais du libéral à Paris. Et là, on est dehors, par tous les temps. On va mettre les moules de côté, on va remettre la glace tout de suite dans le camion derrière. C'est poussée par son mari François qu'elle s'est lancée. Lui était placier. Ils sont devenus poissonniers. Enfin, j'aurais pas franchi le pas et j'aurais pas fait ce genre de reconversion professionnelle. Il faut aussi que l'alchimie se fasse bien dans un couple, surtout pour travailler ensemble. Le couple s'est fixé un credo, travailler en direct avec des pêcheurs proches de Paris. Alors on vous a ramené plein de petites choses sympas ce matin, hein. On fait une proximité de pêche de Cherbourg à Boulogne-sur-Mer. On a de l'encornet, on a du Saint-Pierre, magnifique. Ça, c'est du bar sauvage dieppois, extra. Nos petits rougets. L'aile de raie est fait sur Dieppe aussi. Vous prenez un poisson, il faut regarder la qualité de la couleur de l'œil. Il faut quand même un œil relativement vif. Et la couleur des ouïes. Il faut quand même une ouïe relativement rosée et rouge pour avoir une belle qualité de poisson. Ça sort de l'eau, c'est extra. On a vu quand on a commencé, nous, il y a des poissons qu'on ne vendait quasiment pas. Et au fur et à mesure, les gens ils les ont découverts, ils les ont appréciés. Et ça permet aussi d'éviter d'avoir une surpêche. Le but, c'est aussi d'apporter certaines variétés de poissons un petit peu méconnues. Parce qu'aujourd'hui, on mange du cabillaud, du filet de saumon. Et voilà quoi. Ici, tous les commerçants partagent la même philosophie. Le fromage, ça a toujours été un peu mon péché mignon des petits. Et je me suis lancé sur les marchés à 25 ans. Après avoir été à faire une expérience en banque qui m'a pas plu du tout, il fallait que je sois en extérieur, que je bouge, j'ai vraiment la patate. Il y a aussi un côté engagé, notamment pour le bien-être animal et également aussi pour l'économie réelle. Il y a des producteurs de lait qui gagnaient mal leur vie, qui n'étaient pas forcément en bon point. En faisant du bio, en transformant leurs produits eux-mêmes, ça leur permettait en fait, d'être rentables et ils gagnent bien leur vie.
ça bien. Il y a des petits marchés aussi à proximité qui proposent aussi du bio et donc voilà, une belle initiative. Des carottes rouges sang. On a des patates en forme de cœur, des carottes qui s'enlacent. Et on les vend quand même parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de garder le légume au naturel. Ce marché fête tout juste ses 2 ans d'existence. C'est le dernier à avoir été créé sur Paris. Ici, on est loin du bio industriel sous plastique. C'est pas du bio emballé, qui n'a pas de goût, qui va être fade et qui va n'avoir de bio que le label. Ça, le bio, c'est ça, hein, vraiment. C'est des tomates qui ont du goût et qui ont vu le soleil. Et voilà, et pour le coup, là, on est dans le champ et si on ferme les yeux, on est dans le sud de la France. Voilà. Vous voulez un petit morceau de tomate pour le petit déjeuner? Avant, j'allais dans un marché traditionnel et je suis vraiment ravi que ça existe. Ça permet d'avoir une alimentation de qualité et bio, ce que je recherchais depuis longtemps. Quand fleurissent tous ces commerces de plein air, les habitants d'un quartier apprennent à tisser des liens. C'est vrai. Vous avez déjà goûté les mini poivrons là? Sur les marchés, ni les commerçants, ni les clients ne sont tout à fait des anonymes, même dans une grande ville comme Paris. Ah, vous voyez qu'en fait vous auriez dû choisir, je savais. Hop. Hop. Les marchés jouent un tel rôle social que pour les agents immobiliers, vanter leur existence est un argument de vente pour séduire des futurs acheteurs. C'est la carte de Paris. Alors c'est une vieille carte, RATP, mais sur laquelle je vais pouvoir vous montrer où se trouvent tous les marchés. Dans le 17e, c'est vrai qu'on est assez gâtés en termes de marchés. Pour vous montrer un peu les Batignolles, notre quartier, donc on est sur cette partie-là. On a le marché Vieux des Batignolles. Rue des Moines, on va avoir le marché couvert, qui est vraiment le marché authentique du quartier. On va avoir également, donc côté Terne, le marché Le Bon. Boulevard Berthier, on va avoir également un autre marché. Avec la voiture, devenue indésirable à Paris, pouvoir faire ses courses à pied est devenu un critère de sélection aussi important qu'une station de métro à proximité. Évidemment, ça crée la vie de quartier. Faire ses courses, retrouver tous les commerçants, avoir ce contact avec eux et retrouver des produits de qualité, c'est très important pour les gens du quartier. Et pour ce qui est du marché couvert, pour le coup, c'est tous les jours et ils se sont vraiment adaptés en termes d'horaire pour que ils sont assez larges, ils se ferment relativement tard pour qu'on puisse y aller après le travail. C'est quand même très recherché et c'est un véritable luxe. Ce qu'elle regrette, c'est que la densité immobilière ait eu parfois raison de trésors architecturaux. Elle nous emmène voir un lieu qui lui tient à cœur. C'est le marché de mon enfance, c'est le marché dans lequel je vais encore et où j'ai mes petites habitudes. Aujourd'hui, c'est un ensemble moderne un peu décati. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant, c'était un marché couvert dans le pur style Second Empire. Il a été entièrement détruit dans les années 60-70 pour reconstruire justement un immeuble en conservant le marché couvert, mais en ayant de l'habitation. À Paris, l'ancien marché en fonte des Batignolles n'a donc pas résisté au besoin de construire plus de logements pour la génération des baby-boomers. C'est loin d'être le seul à avoir subi les effets de la modernité. Les halles centrales, été 1971, elles disparaissent du cœur de Paris. Leur destruction est restée comme un traumatisme dans la mémoire collective. Mais voilà qu'elles se font la malle, les halles. Sur les 12 pavillons qui constituaient les grandes halles, il n'en reste qu'un vestige, déplacé et reconstruit à 7 km de Paris, à Nogent-sur-Marne. Le pavillon Baltard. Pour les amateurs de variété à la télévision, c'est le tremplin qui a servi à Julien Doré ou Camélia Jordana pour lancer leur carrière. Mais avant d'être une salle de spectacle, c'est un élément de notre patrimoine que nous fait découvrir le directeur des affaires culturelles de la ville. Le lieu où vous êtes, c'est le dernier pavillon complet rescapé des Halles. Là, vous aviez 12 pavillons. Le Forum des Halles, c'est depuis le Moyen-Âge le principal marché de Paris.
Au début du 19e siècle, ce marché a vieilli, donc l'État se dit il faut modifier. On charge Baltard, Victor Baltard et Félix Calais, 2 architectes, de concevoir un nouveau marché. Le nom du pavillon, c'est Pavillon Baltard. La postérité est un petit peu trompeuse. On a oublié l'autre architecte des lieux qui est Félix Calais. Donc les 2 hommes ont été missionnés au 19e siècle pour construire le principal marché de Paris. Juin 1853, Napoléon III inaugure son règne. Il a des grands projets pour Paris. Il veut, comme ses prédécesseurs, marquer la capitale. Il veut de vastes parapluies, c'est-à-dire ces arêtes, ces lignes de métal très fines. Et ce qu'ils vont concevoir, c'est ça. Un monument de fonte, mais que l'on voit, on ne cache pas la fonte. Vous voyez donc pour un marché, tout l'intérêt, le goût pour le décor. Vous voyez ces fines colonnes qui se finissent par un chapiteau. Toutes ces roses, toutes ces torsades. Il y a vraiment ce souci du beau, du décor. C'est après la destruction des Halles qu'on se dit « Oh, oh, la fonte, le métal, au fond, c'est peut-être aussi un élément patrimonial. » C'est le dernier ensemble complet de ce qu'on appelait les Halles centrales de Paris, qui va être le marché de Paris quasiment du milieu du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Un siècle de ce que Zola appellera dans son roman « Le ventre de Paris ». Sur la trentaine de marchés en fonte, construits au 19e siècle dans Paris, seule la moitié existe encore. Et à peine 6 ont réussi à conserver leur fonction première. Parmi eux, le marché aux fleurs, sur l'île de la Cité. Peut-être l'une des plus belles cartes postales de la ville. C'est en tout cas la préférée d'Isabelle, amoureuse inconditionnelle des lieux. La saison, voilà, ça y est, ça commence, c'est les bruyères. C'est joli, c'est plein de poésie. À chaque fois que je vois des bruyères, je pense au poème de Victor Hugo. Et puis bon, ça annonce un peu l'automne aussi, c'est les saisons qui tournent. Ah, voilà, ça c'est pas mal, j'en ai pris 2 comme ça pour mettre dans ma cuisine. C'est des Cancia increvables. À chaque fois qu'on a un verre d'eau qui traîne sur la table, allez, c'est pour le Cancia. Cet îlot de verdure fait figure de parenthèse enchantée avec des personnalités singulières. Lionel, c'est un peu la star du marché aux fleurs. Salut Lionel, ça va? Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as rentré de beau là? Plein de vivaces, plein de... un peu de brocante, plein de vieux vases. Mais il y a les barbotines là, il y a des barbotines là, il y a des cache-pots, il y a des vieux hortensias. C'était très à la mode au début du siècle. Voilà, c'était tout des décors naturalistes. Voilà. Alors là, c'est tiens, regarde, tu vois, voilà. Là, on met en situation tout de suite. Ouais, c'est charmant. Même la reine d'Angleterre a tenu à y flâner lors de sa dernière visite en France. Un grand personnage, enfin, j'ai jamais vu autant de monde sur le marché aux fleurs que ce jour-là. On ne pouvait plus bouger. Et c'était assez impressionnant. Pour l'occasion, le marché a été rebaptisé. Aujourd'hui, l'endroit mérite une petite retouche. Mais son propriétaire, la mairie de Paris, envisage plutôt une grande opération de chirurgie esthétique. Dans un projet futuriste, la fonte se transformerait en cubes de verre végétalisés. Des cubes en verre, enfin des trucs... je ne peux pas croire qu'une seule seconde que des élus puissent accepter ce genre de trucs. Et alors là, moi, je prie le bon Dieu vraiment pour que jamais on aura cet endroit. Et c'est vraiment le Paris haussmannien. On a toute cette architecture. On a les fontaines Wallace. Plus loin, on a un magnifique petit kiosque à journaux qui est abandonné, mais on espère qu'il sera rénové. Il y a la bouche de métro qui est incroyable, là, qui est juste ici, de Guimard, qui a conservé ses grosses lampes en pâte de verre. Donc tout ça, ça contribue à l'ambiance de l'endroit. C'est tous ces petits détails haussmanniens typiques du vieux Paris. Le trou des Halles, le pavillon Baltard, tout ça, ça a été démantelé. On en a encore là qui ne demandent qu'à être restaurés. Ce serait vraiment dommage de s'en séparer. Ces parapluies de verre, symboles du Paris haussmannien, ne demandent parfois que ça, prendre un coup de jeûne.
Le marché de Saint-Quentin, construit en 1866, a réussi à conserver tous ses attributs du passé. Rénové entièrement en 1982, il a même eu droit à un nouveau coup de peinture très récemment. Cette prouesse architecturale, qui traverse le temps, est aujourd'hui le cœur battant du quartier. Parmi ses habitués, le critique gastronomique du Figaro, Emmanuel Rubin. Voilà, on se balade au flanc du marché Saint-Quentin. L'un des deux poissonniers, 3 poissonniers, assez récents d'ailleurs. Moi, personnel, je devrais pas le dire, mais c'est mon préféré. Les commerçants historiques du carreau sont des figures de Paris. Ils proposent ici de la bonne chair, des produits fermiers, plutôt dans la droite ligne d'une gastronomie française traditionnelle. Regardez, pour moi, c'est surtout un bon volailleux. Poulet du Bourbonnais, ouais, là, on reconnaît le canard. Joli pigeon, hein, c'est le premier de la saison, la belle saison. Ton rôti de porc, il est cuisiné, tu viens le chercher, il y a toujours la rôtissoire. Là, on est vraiment dans le commerce traditionnel de bouche. Et il y en a encore à Saint-Quentin. Moi, c'est ce que j'aime à Saint-Quentin, c'est qu'il y a un petit peu comme ça des confrontations entre tous les genres qui ont fait le marché. L'étal traditionnel, boucher, poissonnier, primeur, quelques petits comptoirs où on peut manger. Certains commerçants ont eu une bonne idée pour séduire une nouvelle clientèle et relancer la fréquentation de ce marché. L'étal à droite, le petit comptoir, beaucoup de dégustations de fruits de mer, d'huîtres et de sashimi également. Et c'était le premier à le faire ici. Et le marché s'est relancé comme ça il y a une petite dizaine d'années. Et aujourd'hui, cette sociologie bobo, quand ils vont marcher, ils veulent un peu plus que des étals, un peu plus que des commerces de bouche. Eh bien, ils viennent becter sur les étals ou dans des petits restos. Et depuis, il a été, ma foi, copié. Mais est-ce que c'est une copie? C'est bien de regarder par-dessus l'épaule du voisin. Ça cartonne. Juste en face, le commerçant a misé sur un concept brésilien avec même un DJ au platine pour animer les week-ends. Au Brésil, on fait beaucoup ça. Et ces restos qui est brésilien, c'est un peu un point de rencontre pour les Brésiliens le week-end. Clairement, je suis brésilien, donc finalement, ça me fait plaisir de pouvoir retrouver de la bouffe de chez moi ici. D'ailleurs, on est venu pour fêter mon anniversaire. Donc, joyeux anniversaire! Merci. Alors, ce qu'on a oublié, c'est que tous ces petits marchés couverts, c'était le ventre des arrondissements, le ventre des quartiers. Il n'y avait pas que le ventre des halles. Eh bien, tant mieux s'ils se réinventent. Et je trouve qu'on parle beaucoup aujourd'hui de cuisine de rue, de street food. Eh bien, c'est peut-être la plus belle incarnation de la street food, c'est celle des marchés. C'est typique j'allais dire, du nouveau Saint-Quentin. On est là dans carrément un petit bistrot de marché qui a ouvert il y a 1 ou 2 ans. Très bon chef, formé par quelques grandes maisons. Si vous regardez la carte, plutôt bien fichu, très rapidement. Chou-fleur, rôti aux épices orientales, ça c'est l'un des plats les plus modes à Paris. Le tarama wasabi, wasabi c'est la moutarde japonaise. On est vraiment dans la cuisine de foodista. Et ils ont un plat culte, le croque monsieur à la truffe. Voilà, c'est le croque à la truffe donc. Là c'est un festival permanent où tu peux comme ça pratiquer des cuisines de toutes les régions et du monde entier et zapper de l'une à l'autre. Il y a moins le côté un petit peu cérémonieux de certains restaurants où tu te sens un peu obligé parfois de prendre un trait plat ou plat dessert, voire entrée plat dessert. Et voilà, le croque à la truffe. Alors, merci. Et ça sent bon déjà. C'est bon. Non, c'est bon. C'est quand même un petit apéro, quoi. Un esprit tapas, comptoir du Sud. Accolé à un espace boulangerie, ici, on peut se contenter d'acheter du pain. Un concept sans chichi, voulu par le patron. Chacun mange ce qu'il veut et ça, c'est un vrai atout, quoi. Un vrai atout. Dans un cadre dingue, quoi, parce qu'ici, on a quelque chose d'exceptionnel. Ça, c'est inestimable, quoi. Croyez-moi, il y a bien des restaurants étoilés Michelin qui rêveraient d'avoir pareille structure, une structure Baltar, le ciel ouvert et la vue autour de toi. Et on sait qu'il ne changera jamais. Et on sait qu'il ne changera jamais. Celui-là, il ne bougera pas. L'idée, c'est de partager, en fait. On met une cuillère, 2 assiettes et les gens partagent. Les gens adorent, ouais. C'est beau,
je savais pas que ça existait, des endroits comme ça. C'est que des bons produits autour parce qu'il y a ce qu'on mange à table, mais il y a aussi tout ce qu'on voit à côté. Et voici les couteaux en verrignade. Aujourd'hui, bien manger des bons produits, c'est toujours agréable et là on les voit directement. C'est abordable. Ça manquait aussi. Hein. C'est chouette. Ça manquait parce que moi qui ai vécu à Lyon, il y avait les halles de Paul Bocuse justement. Et là, on mangeait super bien. C'était vraiment un kiff. Et je trouvais que ça manquait à Paris. Et là, j'ai découvert ça il y a peut-être 3 ans, je dirais. Et on est ravis. On nous en parle depuis des semaines. Alors C'est vrai. Alors que les marchés couverts font le pari d'une nouvelle identité pour assurer leur avenir, il existe encore dans la capitale des marchés de plein air qui battent des records de fréquentation. Mais à quoi cela tient-il ? Situé dans l'Est parisien, le marché de Belleville est le moins cher de Paris, le royaume des bonnes affaires. Alors, les Parisiens sont au rendez-vous. Commerçante à la retraite, Astrid a gardé son sens des affaires. Pour elle, Belleville est un terrain de jeu idéal. Un kilo, allez, quoi, ça va? S'il vous plaît, je goûte avant. On goûte, sinon on n'achète pas. Ah, toujours, je goûte tout, moi. Pourquoi? Parce que c'est la spécialité ici. Ils nous font goûter les fruits. Les pêches, les mangues, ils coupent, ils nous font goûter. Et c'est pour ça qu'on achète. Je vais prendre 2. Parce que quelquefois vous achetez, vous arrivez chez vous, c'est tout dégueulasse. Là, vous savez, si vous l'aimez bien sucré ou un petit peu moins sucré, vous achetez à votre goût. Merci. C'est bien surtout pour les familles nombreuses, en fait. Parce que les prix sont très intéressants et oui. Là, elle vient de payer 1 € la mangue. Et d'ailleurs, 1 €, c'est un peu la devise de Belleville. Je cherche mes dates. J'essaie de trouver les meilleures, pas chères. Les dates. Alors attends, pas trop mûr. Ouais, je choisis. Je regarde les dates, mais elles ne me plaisent pas. Pourquoi? Parce qu'elles ne me plaisent pas. Alors on va plus loin et on va trouver ailleurs. Un petit peu piqué, vous voyez, elles n'étaient pas bien de couleur unie. Donc je me dis que peut-être elles sont un peu abîmées celles-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le marché de Belleville, ou ailleurs, il n'y a pas que de la belle qualité. Des fois, il y a de la mauvaise qualité. Bonjour. Là, je vais en acheter une bonne grappe. Mûre. Elle est mûre celle-là, elle est bonne. Tiens, il me fait de la mauvaise qualité, l'autre à côté, il est un peu mieux. Donc, en fait, on a l'embarras du choix. Il y a 20 ans, on n'avait même pas le droit de toucher les fruits. Alors devant, ils vous mettaient un bel étalage, et derrière, ils vous mettaient des fruits pourris. T'arrivais chez toi, c'était pourri. Et depuis quelque temps, je ne sais pas pourquoi, ça a changé complètement. Ils vous laissent choisir, ils vous laissent goûter. Ouh là là! Banane Martinique, allez! La fèque fraîche, madame, pour les heures. Alors attendez, j'ai pas fini. Merci. Moins cher qu'Itati, hein? C'est moins d'1 €. Mais il y a une contrepartie à cela. Acheter au kilo. Non, 1 € le kilo. Le minimum, c'est 1 kilo. Ah ben, c'est pas pris 1 kilo là? Non, vous n'avez pas pris 1 kilo. Ah ben, il fallait me le dire. Vous avez acheté au magasin, c'est 3 € le kilo. Ah ben, je vais rajouter. Attends, je rajoute. Je rajoute pour 1 kilo, il n'y a pas de problème. Parce que nous aussi, on pèse les prix, c'est pour vendre la quantité. Alors, c'est le volume. Nous, on travaille au volume. À Rungis, ces commerçants de Belleville ne passent pas inaperçus. Parfois, on a des commentaires comme quoi on est des clochards, parce qu'on essaie d'avoir des prix moins chers. Pour qui? Pour les clients. Ils négocient dur chaque nuit pour casser les prix. La plupart des commerçants sont présents sur 3 marchés populaires par semaine. Belleville, Barbès et Joinville. Dans le milieu, on les surnomme le triangle des Bermudes. Mais pas question de yacht ou de mer bleu azur, uniquement de petits prix. Pour avoir des petits prix, c'est à Rungis, on achète, on essaye d'avoir les prix les plus bas. Mais voilà, il faut prendre la quantité.
On prend un peu, on paye plus. Si on prend beaucoup, on essaie de négocier. Du bout des lèvres, ce commerçant va nous révéler un secret du métier. Ça nous arrive, lorsqu'il y a une très belle affaire, on se partage entre commerçants, oui. Ça nous arrive, oui. En clair, les commerçants du Triangle des Bermudes fonctionnent parfois comme des grossistes. Ils n'hésitent pas à se regrouper pour leurs achats. Le melon charentais, c'est du très beau melon. Nous le vendons à 2 ou 2,50. C'est pas cher. Ma devise à moi, c'est prix Tati, qualité pochon. Selon nos informations, ils obtiennent même des prix incroyables sur des palettes qui ont traîné quelques jours à Rungis. 80 € au lieu de 1500, 20 fois moins cher que s'ils avaient acheté en première fraîcheur. Il y a un truc aussi qui est bien, c'est quand vous prenez par exemple un kilo de pêche, et ben quand on arrive en fin de marché, il t'en met 2, 3, allez tiens cadeau. Il n'y a pas ailleurs ça. À Belleville ou ailleurs, quand on va faire son marché, on est plus ou moins consciemment à l'affût d'une bonne affaire, d'une bonne trouvaille, d'un article qu'on n'avait pas vraiment prévu d'acheter, mais qui nous fait de l'œil. Parfois, on y retrouve les collections passées de grandes marques à prix dégriffés. Robes, pyjamas ou pulls. Mais une femme a décidé de tenter sa chance avec une collection originale. Ben voilà, c'est mon magasin, c'est là. Valérie Danton crée des pulls et accessoires en cachemire et alpaga qu'elle fait fabriquer au Népal avant de les revendre sur les marchés. Le côté pratique à Paris, c'est qu'on a quand même déjà des barnums d'installer. On a un toit qui nous protège. Elle a habité à New York, était comptable, a vécu plusieurs vies professionnelles avant de se lancer à son compte sur les marchés. J'ai fait beaucoup de choses différentes. Ça fait 8 ans que j'ai créé ma marque. J'ai décidé en fait de commencer par les marchés parce que je pouvais investir dans mes voyages, trouver les bons fabricants, trouver la bonne matière première. J'avais pas tout à fait le budget pour aussi investir dans un magasin, un fonds de commerce, une boutique bien placée dans le quartier qui me correspond. Faut compter 4 000 € par mois. Cet emplacement lui revient 5 fois moins cher qu'une boutique en dur. Voilà, pour 4 mètres, je vais payer à peu près 35 €. Là, je suis à peu près à un loyer de 800 € par mois. Ce système lui a permis de devenir son propre patron et de s'offrir une forme de liberté qu'elle apprécie beaucoup. T'es prête? On va se prendre un petit café? Allez. On a un environnement qui est magnifique, les immeubles sont beaux, on a toujours la vue sur un monument et c'est le côté très agréable. Il lui a fallu du temps pour trouver sa place. Il faut vraiment s'imposer, encore plus en tant que femme, et je pense que c'est partout pareil. La première fois que j'ai fait les marchés, je suis arrivée, je regardais par terre. J'avais peur. J'avais peur. La première fois que j'ai monté mon stand et que j'ai dû affronter voilà, les gens autour de moi, les commerçants qui ont beaucoup de caractère, beaucoup de tempérament, qui crient, qui s'imposent. Il y a tellement de choses à comprendre dans le système des marchés qu'au début, les premières fois que je suis allée au marché, je regardais par terre, quoi. Les commerçants qui tiennent les stands de vêtements sur les marchés s'appellent des volants. Contrairement aux primeurs, ils n'ont pas de place attitrée. Les alimentaires, ils sont abonnés, ils arrivent, ils ont leur place, ils ont leur camion derrière. On a l'impression presque de mendier pour travailler. Ça, c'est compliqué. On se dit, mais c'est quoi ce monde? Où est-ce que j'ai atterri? On va faire un beau stand, un beau magasin. C'est comme si je faisais une vitrine différente tous les jours. Tout ce qu'elle vend est une création originale. Elle a elle-même dessiné les pulls, choisi leurs couleurs, les matières premières. Un violet à côté d'un bordeaux, ça va pas être joli. Donc il faut essayer de mettre les couleurs de façon à ce que quand on regarde la palette, que ça soit attractif, que ça donne envie. Bon, la dernière que vous avez prise, c'est celle-là, il semble me rappeler. Dans une autre couleur. Dans une autre couleur, c'est sûr. Après, peut-être gris. Peut-être gris, ouais. Gris. Provoquer le coup de cœur, l'air de rien, c'est la technique de Valérie. Alors, cette étole, cette belle étole qui est en baby alpaga,
Elle est à 180 €. D'accord, j'arrête. Pardon, C'est trop pour vous? Il n'y a pas de problème. Non, non, Elle est magnifique. Désolée, c'est magnifique, mais oui, je c'est pas le prix que vous vouliez mettre. Sinon, j'en ai, madame, en moitié cachemire et soie, des très belles étoiles à 30 €. Si je voulais que je vous montre, il n'y a pas de problème. J'ai beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs? Oui, regardez. Partez pas. Regardez. C'est magnifique. Cette étole à 30 € est beaucoup plus accessible que le reste de la collection de Valérie. La cliente va finir par se laisser tenter. La douceur, la couleur, l'amabilité de la dame et je sais pas, quelque chose, le sourire. Son sourire. Très important. Malgré ses prix élevés, qui peuvent surprendre sur un marché, elle parvient à vendre en moyenne 3 pulls par jour. Alors c'est un 4 fils, c'est qualité exceptionnelle, ça ne bouloche pas. Vous serez vraiment très contente. Quand les commerçants savent y faire, ils parviennent à tisser des liens avec nous, que le temps n'ébranle pas. C'est ainsi que du côté de la place Monge, Marco a réussi à devenir la star des marchés parisiens. 4, oui, tu peux y aller. Impeccable. Les clients nous donnent tous un pourboire et ils ont peur qu'on meure de faim. La première fois que je suis venue, il y avait une queue de 2 km. Je me suis dit ça doit être un bon endroit. Vous le connaissez? Je viens ici parce que c'est bien meilleur qu'ailleurs. Cela fait 30 ans que ses clients sont devenus accros à sa gouaille, mais surtout à sa philosophie. Un maraîcher d'excellence à petit prix. Je te mets celui-là et je te donne celui-là. Tiens, mets déjà celui-là dans ta charrette. J'essaye de leur inculquer les saisons. Beaucoup de clients ont perdu la notion du temps et des saisons. On voit des fraises toute l'année, on voit des tomates toute l'année, on voit des poivrons toute l'année. Non. Maintenant, il faut que les gens réalisent que chaque légume a une saison, a une période. On ne peut pas faire pousser des tomates l'hiver, normalement, c'est impossible. Ah, feuille de chêne verte? Oui. Avec la coccinelle? Oui, coccinelle. Hop là. Les clients, c'est comme les gamins à l'école. Il faut leur rabâcher sans arrêt la même chose. Les gens ne comprennent pas pourquoi tous les autres ont des fruits et des légumes toute l'année et que nous, nous n'en avons pas. Nous, on est des producteurs, nous ne sommes pas des commerçants. Et t'en as pas pris encore? Fenouil, pas encore. Nous, les fenouils sont hauts comme ça. Tu n'auras pas de fenouil chez nous avant, normalement, mi-août, voire fin août. D'accord. Et les tomates? Fin juillet, début août. Vous avez vu ce que vous avez devant vous? Vous le trouvez nulle part ailleurs, ça? Regardez ça. Est-ce que vous le trouvez ailleurs, ça? C'est unique, ça. On est les seuls à le Vous êtes précipités dessus? On va en faire quelque chose de bien. On va ouvrir une bonne bouteille avec. Je sais comment il travaille et voilà, c'est juste... c'est magnifique. Il a construit sa réputation sur le goût de ses légumes. Marco vise l'excellence. Son exigence est absolue. Chez lui, aucun produit chimique, mais plus étonnant encore, aucun système d'irrigation artificielle, ni de serre plastique. Là, ici, on est dans mes champs. Au total, on exploite sur 21 hectares. On est sur un plateau où on n'a jamais d'eau. On est vraiment exposé plein vent et très peu d'humidité. On est là depuis 3 générations. J'essaie de remonter un maximum de fraîcheur. Parce que comme il n'a pas plu depuis longtemps, j'essaie de récupérer le maximum d'humidité que j'ai en profondeur pour le faire remonter jusqu'aux racines du basilic, de manière à ce qu'il trouve déjà au départ un tout petit peu d'humidité. Le légume et la plante par elle-même, elle sent qu'il y a de l'humidité en profondeur, donc elle va développer un système racinaire qui va l'obliger à aller chercher plus en profondeur, ce qui donnera beaucoup plus de goût, beaucoup plus de saveur. Je vais vous faire comprendre la différence entre un sol qui est préparé, où on a fait remonter l'humidité, et un sol qui est sec depuis longtemps. C'est-à-dire que là, c'est très très sec. Et là, dès qu'on va arriver en profondeur, le sol est humide. Donc on peut faire une motte de terre
Donc je mets en contact le système racinaire avec l'humidité qui est en profondeur dans mon sol. Ce qui va lui permettre de survivre, de vivre, de même pas faner. Même s'il y a 2 canicules comme l'année dernière, il n'y aura aucun problème, ça ne bougera pas. Le légume est assez solide, assez vivace pour sentir qu'il peut vivre. Et on arrive à faire pousser des légumes aussi beaux que ceux qu'on de l'eau. Pour lui, à trop intervenir sur les cultures, on perd le vrai goût des légumes. Marco accepte les caprices de la nature, quitte à perdre toute sa récolte. Les tomates, les dernières plantées. Nous, en plein champ, on va les laisser entiers. La tomate, nous, on n'en a pas tous les ans. Nous, la tomate, ce qui va décider, c'est uniquement les conditions climatiques. C'est-à-dire que là, depuis qu'elles sont plantées, tous les jours, on peut perdre nos tomates. Pendant 3 ans, on n'a pas eu de tomates, c'est pas pour ça que les clients sont partis. Les clients, ils doivent bien penser que je pourrais t'amener des tomates tous les ans. Dans ces cas-là, je les sauve. Je vais chercher des produits interdits en France, je les traite contre le mildiou et je te sauve mes tomates. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est pas empoisonner les gens. Si la nature ne veut pas te donner de tomates cette année-là, eh ben t'en as pas, c'est tout. C'est un maraîcher en voie d'extinction. Autour de Paris, on était la ceinture verte, on servait à nourrir les Parisiens. Maintenant, on n'est plus la ceinture verte, on est la ceinture de blé, de maïs et de colza. C'est débile, quoi. Ce paysan de Paris lutte en solo pour maintenir sur nos étals le vrai goût des légumes. Mais demain, c'est à nous consommateurs de faire en sorte que nos marchés ne deviennent pas de simples lieux de passage ou de mémoire. À nous d'écrire aux côtés des marchands sympathiques, parmi toutes les saveurs, l'avenir du plus vieux système de distribution de Paris. Madame, s'il vous plaît, madame. Un à la goutte, monsieur. Un à la goutte, madame, s'il vous plaît.